Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Romain Rimbaud. Comment vas-tu? Mais très bien, merci à toi de m'accueillir de nouveau sur cette chaîne. Grand plaisir, et on va poursuivre notre approfondissement, enfin surtout le mien, parce que toi tu connais bien quand même, de la filmographie de Takashi Miike, ce réalisateur japonais particulièrement prolifique et spécial, disons-le, et quelques mois après Audition si vous préférez, tu m'as conseillé vivement le visionnage de ce Ichi the Killer, sorti en 2001 au Japon, plus tard en France, alors qui est une sorte de film gore, dramatique, thriller, etc. Et encore là, je pèse mes mots, avec au casting, citons-les quand même, Tadanobu Asano dans le rôle de Yakuza blond, on va l'appeler comme ça, Nao Omori, Shinya Tsukamoto qui a été le réalisateur de Tetsuo quand même, ce n'est pas n'importe qui, et citons aussi Susumu Terajima qui a joué dans pas mal de films de Takeshi Kitano. Voilà, bon ça c'est pour les fans de cinéma japonais, vous avez certainement reconnu pas mal de noms ici. Il faut préciser un truc, c'est que ce métrage est adapté d'un manga du même nom d'Hideo Yamamoto, et son titre original c'est Koroshiwa Shiya, pardon, Ichi, Ichi qui veut dire un en japonais. Et j'ai découvert ça, voilà. Moi, ce film m'a permis cette découverte. Alors, l'histoire est assez simple de base, comme ça. Hein. Le synopsis paraît assez, on va dire, basique. C'est l'histoire d'un chef de gang qui a disparu. Et il y en a son bras droit, on va dire, naturel, un yakuza un petit peu sadique, on va dire, qui essaye de le retrouver. On ne sait pas s'il est mort, le chef, etc. Il y a de l'argent, etc. Mais, alors que ces hommes sont à la recherche du fameux patron, il y a un tueur professionnel qui sévit et qui fait pas dans les détails. Voilà. Il laisse quelques boyaux et compagnie à chaque fois. Et donc, du coup, on comprend très vite que cette recherche du patron va être confrontée à ce tueur qui semble être assez redoutable. Voilà. Et on n'en sait pas plus. Si ce n'est que, visiblement, ce tueur s'appelle Ichi, puisque le titre du film, c'est Ichi the Killer. Alors, première chose, Romain, quel est ton rapport personnel avec ce film et l'apprécies-tu beaucoup, un peu, énormément? Vas-y, lâche-toi. Alors, c'est pas mon préféré de Mickey, ceci dit, mais moi j'ai une préférence pour Audition, on t'en a parlé l'autre fois. Ouais. Et pour Gozu d'ailleurs aussi, donc peut-être on parlera un autre jour, même si là pour le coup tu verras quand tu découvriras Gozu qu'il y a un parti pris de base, en fait, qui est près le même avec un chef Yakuza qui disparaît. Ouais. Je pense qu'il y a un petit dans Gozu, mais qui est traité de manière très différente. Après, ouais, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai découvert pareil quand j'ai découvert tous les Takeshi Miike, donc quand j'avais 15-16 ans. Et où je me suis vraiment gavé de Takeshi Miike, parce que de toute façon, il avait une filmographie tellement ample qu'il y a de quoi explorer pendant beaucoup de temps. Et alors, pour moi, c'est un film que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une adaptation live de manga, ce que Miike a déjà fait avec des films comme Fudo, un autre film, il a aussi adapté en série MPD Psycho. Donc, il a adapté pas mal de choses, mais en live pour le coup, de manière direct live. Et alors, celui-là est relativement particulier parce que pour le coup, il y a une approche qui est intéressante. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'époque aussi où je découvrais beaucoup de classiques du cinéma japonais, notamment les films de Fukasaku, tu parlais de Kitano aussi. Ouais. Et pour le coup, il y a ce truc entre les deux, parce que Miike a d'abord commencé par des films de Yakuza, il a une formation classique, parce qu'il a été assistant réel de Shoei Mamura, notamment, qui a réalisé la balade de Narayama, je vais y arriver. Et pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est que ce film-là est vraiment entre les deux. Alors, j'aime pas trop cette expression que je trouve un peu naze, qui est entre tradition et modernité. Qui est un peu galvaudé, mais il y a un peu ce côté-là où il y a quand même des vrais passages de films de Yakuza et qui pourraient sortir d'un Fukasaku ou d'un Kitano. Exact. Et d'autres passages où ils partent, tu le disais un petit peu en off tout à l'heure, qui font de fait où on a vraiment une sorte de traduction live du manga, vraiment. Oui. Avec beaucoup de délires qui sont quasi surréalistes à des moments, et c'est assez dingue en fait. Et le film, pour le coup, je l'aime beaucoup pour ça, même si je considère effectivement que c'est pas le meilleur Miike, même s'il y a plein de choses vachement intéressantes. Mais on en parlera, je pense, un petit peu plus tard quand on développera un petit peu plus en détail. Alors, pour toi, justement, qu'en est-il pour toi qui le découvrais? Alors, c'est une expérience. Disons que c'est un film très très chargé, et même en émotion d'ailleurs. On y viendra à Zone Spoiler, parce que c'est pas juste frontal, tiens, violent pour être violent. Il y a quelque chose de très intéressant derrière. Et j'ai été surpris parce que je m'attendais pas spécialement à ce... Bon, je m'attendais à ce que ce soit violent, gore, là, c'est bon, j'ai été gâté. Mais il y a des choses, des retournements de situation ou autres qui m'ont un peu surpris. Et c'est un film qui a un parti pris particulier quand même, qui est dans la décadence, l'excès aussi. Alors, est-ce que parfois c'est pas un peu too much dans l'excès? À certains moments, on peut se poser la question, même si au moins c'est totalement assumé de A à Z.
La mise en scène peut paraître un petit peu bancale par moment, mais je la trouve pour le coup totalement adaptée à l'œuvre. Déjà, le côté, ça aurait très bien fonctionné en film d'animation, mais même en live action, il décide de s'accorder certaines folies. Rien que la scène d'intro, grosso modo, où on présente les personnages avec la caméra qui va vite, qui tourne, etc. Ça m'a presque rappelé un peu, voilà, Trainspotting par exemple de Danny Boyle, ou ce générique de Seven aussi, tu vois, un petit peu dans l'ambiance poisseuse aussi. Et alors oui, il y a des moments de déchiquetage, on va dire ça comme ça, qui sont à la lisière du surréaliste, qui donnent un côté un peu burlesque et fantasque même. C'est un peu le théâtre, le tragicomique, hein, ce film à certains moments, parce que t'as envie de rire sur des scènes qui sont pas drôles, mais je pense que c'est voulu. Peut-être un côté théâtre japonais super expressif aussi. D'ailleurs, il y a des personnages avec des masques à un moment, bon, vite fait, mais il y a quand même quelque chose. C'est un film profondément esthétique. Son scénario, sur le côté Yakuza et tout, oui, c'est du déjà vu. C'est vrai qu'à certains moments, t'as l'impression d'avoir un Kitano, clairement. Mais c'est un film profondément pessimiste aussi, je trouve. Et on connaît pas mal de réalisateurs japonais qui dépeignent la société japonaise de façon pas super cool, parce que on sait, le Japon, beaucoup de pression, etc. Et là, on voit quand même que Takashi Miike a voulu donner un peu un coup de pied dans la fourmilière, comme certains de ses collègues. Récemment, j'ai vu Suicide Club de Sonotion. C'est pas la même tonalité, mais il y a ça aussi. Et j'ai bien aimé la gravité du film, paradoxalement. On développera en spoiler, parce qu'il y a des surprises, jusqu'au titre d'ailleurs, on s'attend pas forcément à ce qu'on va voir. Et puis bon, le côté gore, je crois qu'il y a eu beaucoup d'hectolitres de faux sang, évidemment, qui ont été versés. Et aussi le sadisme profond du personnage principal, qui s'appelle donc, son nom c'est alors Kakihara. C'est fou parce que, on voit, il y a beaucoup de personnages d'ailleurs dans le film qui se donnent un malin plaisir à faire souffrir les autres. Et à se faire souffrir eux-mêmes. Hein. Il y a beaucoup de SM aussi, le milieu de la prostitution et tout, des viols. Alors voilà, autant le dire de suite, si vous comptez le découvrir, en dessous de 16 ans, ça paraît peu indiqué. Bon, toi tu l'as vu à 15-16 ans. Ça va à peu près. Mais c'est pas un film à montrer aux plus jeunes. Voilà, et âme sensible, s'abstenir quand même. Parce que oui, il y a des membres découpés, des boyaux qui bougent, des jeux avec des aiguilles aussi, parce que voilà... Et autres, et puis la façon dont le titre apparaît au début du film, il faut en parler quand même, parce que Takashi Miike a décidé de faire apparaître le film grâce à la pluie, oui, mais de la pluie qui tombe sur du sperme. Alors, on ne va pas dire pourquoi, parce qu'il y a un personnage qui a un petit complexe sexuel et un traumatisme profond dans le film, mais ouais... J'avais jamais vu ça et j'étais là en me disant j'avoue j'ai rigolé un peu. C'est pour ça le côté tragicomique quand même. Il y a un petit côté body horror aussi que Cronenberg ne renierait pas, je pense. Il y a plein de choses dans ce film. C'est assez passionnant. Voilà. Il y a un travail le corps qui est intéressant parce que le film justement se permet à tester les limites du corps. Ah oui. Et tu parlais du SM justement, voilà même avec ces personnages qui tirent sur les membres, qui tirent sur certaines parties du corps. Vraiment, on teste de manière vraiment concrète les limites du corps. La première scène, là où il est pendu, il y a un des Yakuza ennemis, où on sait pas trop parce qu'il y a plein de clans, d'ailleurs on cherche pas à savoir, c'est pas le plus important, qui est pendu par la peau du dos. Ça m'a rappelé un peu la scène dans Midsommar, où il y en a un qui est en position, là c'est une torture viking, avec les trucs sortis derrière, je sais plus le nom. C'est spécial quand même, parce que t'imagines pas des tortures comme ça en vrai quand même. Ah mais c'est très excessif, oui. C'est ça, et puis bon, l'eau bouillante, ça encore, tu peux l'imaginer, mais le coup du... Voilà, et puis l'autre qui est complètement timbré, qui face à ses patrons, pour s'excuser, va faire quelque chose, on analysera ça en spoiler aussi. C'est vraiment dans l'excès japonais, et ça colle bien avec la société japonaise. Oui. Parce que c'est la face cachée d'un Japon conformiste, pression, réussite et tout, et de l'autre côté, exacerbé dans le sens inverse, avec des gangsters redoutables au Japon. Ils font pas dans la demi-mesure, les Yakuza japonais, ça pour le coup c'est vrai. Et puis tu parles d'excès, c'est intéressant parce qu'en plus il y a un excès graphique qui est intéressant. Oui. Il y a un excès graphique au niveau de la violence, certes, mais il y a un excès graphique au niveau des couleurs dans le personnage justement de Kakihara qui est... On en parlait tout à l'heure parce que tu sais que tu parlais de Dichi, et je sais pas s'il faut révéler que ce personnage... je pense qu'on dira ça dans les spoilers parce que pour le coup on aurait pu imaginer que, mais c'est pas ce qu'on imagine. D'ailleurs il y avait plusieurs interprétations jusqu'au moment où on voit les choses, quoi. Mais c'est vrai que le titre est intéressant d'ailleurs. Et pour le coup, on parlait des SEM aussi, je trouve ça intéressant parce que ce personnage de Kakihara, justement, sur le travail qui trouve du plaisir dans le désespoir, justement, parce que c'est les quelques moments. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment une mise en avant d'un malaise
social qui est extrêmement profond. Oh oui. C'est qu'on retrouve chez Sono-Sion, tu le disais très bien, dans des films comme Strange Circus, etc., ou comme tu disais dans Suicide Club ou sa suite, et aussi chez Tsukamoto, hein, dans une certaine mesure, dans les Tetsu, entre autres, mais dans Boulet de Ballette, dans, comment s'appelle-t-il, l'autre film qui est très bon, Tokyo Fist aussi. Donc pour le coup, il y a cette même vision quand même des tréfonds, tu le disais très bien, de ce qu'on a sous le vernis social, ce Japon très policé, Ouais. mais derrière lequel il y a une sorte de, justement peut-être trop policé, trop cadré, trop rentré dans des normes, et derrière ça ne demande qu'à exploser en fait. Exact. Et... C'est le chaos, quoi. Là, c'est un film. C'est presque. C'est même pas le chaos, enfin, si, chaos du conformisme en créant une beauté par la destruction et par la souffrance. Et une beauté, à la fois une beauté, mais aussi, comme tu l'as dit, désespoir total. C'est comme si le personnage principal de Kakihara cherchait le désespoir, enfin, la beauté dans le désespoir. Ou d'ailleurs, est-il dans sa tête plus ou moins déjà promis à un certain destin? On voit que le gars, il n'a peur de rien, et pour cause. C'est qu'il n'a plus à avoir peur, puisqu'il est peut-être allé au-delà même de la peur primale qu'il a pu avoir avec la société japonaise, et qu'il est devenu ce qu'il est devenu, en mode maintenant, plus rien ne peut m'atteindre, je me lâche, et on verra bien ce qu'il a à dire de moi. Et d'où sa frustration terrible de ne jamais pouvoir, parce qu'il y a tout un fond, je pense, sur la quête du bonheur aussi, où cette quête du bonheur, il ne l'atteindra jamais véritablement, Exact. Ouais. sauf dans un fantasme, dans une certaine mesure, mais voilà, ça reste une quête quand même assez... excessive. Sa quête de bonheur, c'est dans la confrontation ultime à celui qui pourrait être son égal. Et du coup, intervient Ichi the Killer, qui pendant quand même une grande partie du film est très mystérieux. Il va même le rester très longtemps. On peut pas en dire beaucoup plus là, mais il y a une idée, alors ça m'a beaucoup plu, de l'iconiser comme une sorte de super-héros. Tout à fait. C'est presque d'ailleurs en dérision de pas mal de choses de super-héros, là, c'est l'anti-super-héros, mais il y a quelque chose de ça quand même, voilà. Et c'est un costume assez ridicule en plus. Mais oui, mais c'est un personnage sombre et décadent, mais triste aussi, ce Ichi the Killer. Et puis d'ailleurs, ça fait écho au père de famille aussi. Il y a le rôle du père de famille qui est Kaneko, je crois, hein, le nom du personnage, qui est triste parce que. Enfin, c'est un personnage très triste. Ancien policier, justement, qui, comme il a été déchu de sa société parce qu'il a fait une erreur, et en plus, c'est même pas une erreur grave, quoi. Enfin, c'est ça qui est terrible. Et bien, il en est réduit à une sorte de devenir l'esclave du crime. C'est que des personnages décadents et tristes, la prostituée et tout, la soi-disant femme du patron, là, bon, qui s'appelle Karen, je crois. Il n'y a pas un personnage pour sauver l'autre, si ce n'est un petit garçon, au moment, dont on développera le personnage en spoiler. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Les acteurs, je sais pas, c'est un délire de jouer dans un film comme ça, mais ils ont dû en faire des cauchemars derrière, certes. Bon, pas Shinya Tsukamoto, parce que bon, il avait l'habitude derrière sa caméra déjà à faire des trucs un peu bizarres. Donc... Ah oui, mais là, je pense qu'il s'éclate, parce que son personnage a quelque chose, bon ça on ne le révélera pas, mais il a quelque chose de particulier aussi. Ah oui, oui. Surtout qu'il a Oji pendant tout le film, qui est récemment c'est Oji-san, donc c'est le grand-père pendant tout le film, le fait de révéler justement un élément supplémentaire à la fin sur ce personnage-là, ça amène une sorte de décalage comique, et je pense qu'il y a vraiment ils sont éclatés à faire ça en fait. Je pense qu'il y a vraiment un amour parce que je pense que c'est un film qui, encore une fois, est très noble sur plein de points, joue sur une mise en scène justement qui est très classique, très statique à des moments donnés, puis après, et à des moments te laisse aller vraiment à des trucs complètement délirants et sans aucune limite. Ouais, et justement, c'est pas de limite qu'il est cool. Tu vas avoir des visages qui vont voler sur le mur, enfin, il y a des trucs, c'est pas réaliste pour un sou. Voilà, il y a un bras arraché à un moment, bon, si tu essayes de faire ça en vrai, tu peux essayer, hein, si tu veux. Au pire, tu déboîtes l'épaule, mais pourquoi pas? C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un monde irréel et ça colle bien avec le final. Mais du coup, je pense que là, on va rentrer dans cette zone pour ceux qui ont vu le film, parce qu'il y a des choses à dire dans les spoilers. Bon, alors Ichi the Killer, et ça c'est vraiment la surprise du film. Tu t'attends à ce que ce soit d'ailleurs le personnage blond qu'on voit sur l'affiche, qui n'est pas lui mais Kakihara. Et Ichi the Killer, c'est un adulte qui est resté bloqué dans l'adolescence, enfance, qui a soi-disant vécu un traumatisme plus jeune, il a été témoin d'un viol, donc voilà. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il est manipulé sous hypnose par le personnage de Tsukamoto, Gigi, et qu'en fait, si j'ai bien compris, mais est-ce que là c'est la vérité? Dans ce film, on en vient à douter la vérité. En gros, Ichi, quand il était plus jeune, il aurait tué ses parents. Oui. Voilà. Et du coup, Gigi l'utilise comme arme pour lutter contre le crime. Il fera pareil même avec une prostituée après. Voilà, bon. Prostituée ou pas, on sait plus. Parce que dans ce film, c'est marrant, les personnages, on a l'impression qu'ils ont plusieurs rôles. Tout, et alors, le nœud du film, c'est cette...
on attend la confrontation entre Kakihara et Ichi. Kakihara, il se monte pendant tout le film l'idée que c'est un super-héros, un gars mais comme lui, qui est sadique, qui est complètement cinglé, et forcément quand il va tomber sur lui à la fin, parce que c'est un gamin Ichi, en fait. Tout à fait. Et il y a le parallèle avec le gamin donc de l'ex-flic devenu bras droit de Kakihara, qui est terrible parce que tu vois de suite, moi je l'ai senti très vite que le gamin, il allait finir par être le nouvel héritier, le nouveau Ichi en fait, si on veut. C'est le dernier plan du film, d'ailleurs. Tout à fait. Moi je trouve ça terrible, c'est très triste en fait. Ah non, mais la fin est extrêmement triste. Il y a des... Parce que finalement, personne n'atteint ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire que tous les enjeux qu'ils ont, ils les atteignent jamais ou quasiment si, pas. oui et non, parce que Kakihara, en fait, il atteint son fantasme ultime en le fantasmant, vraiment. Il croit vraiment que Ichi va le tuer et tout, mais en fait, il se suicide. Se rendant compte que finalement, son ennemi était pas celui-là. Moi, il y a cette séquence que j'adore justement juste avant où Ichi se poursuit dans l'escalier pour monter justement à ce sommet, ce sorte de paradis Ouais, le toit, là. Ouais. Et il y a cette séquence-là où lui est tout excité parce qu'il sait il a peur, il sait qu'il va il a envie de s'en prendre plein la gueule, il est terrifié par ce personnage qui est encore mystérieux. Et il y a cette chute quand il se retrouve face à lui en haut et que le personnage se met à chialer et tombe au sol. Et il est obligé de le réveiller pour avoir quelque chose, un petit combat, quelque chose, essayer de le piquer au vif quelque part. Mais rien ne se passe. Et il y a effectivement ce jeu très intéressant où on va quand même avoir cette séquence, cet affrontement dans un premier temps, avec un meurtre d'enfant. Moi, rien que ça, j'étais content. Quand même, qui décapite le gosse quand même de manière assez... Mais c'est fantasmé, mais oui. Voilà, cette apothéose qui devrait être une apothéose concrète et qu'attend Kakihara, finalement, à terme, avec la révélation de Gigi un petit peu plus tard, on se rend compte que tout ça n'était qu'un fantasme. Ouais. Et ça rend ça finalement assez triste quand même, parce que même nous, en tant que spectateurs, on l'attend cette apothéose-là. Et même Gigi est triste, parce que il se rend compte que son poulain n'est pas allé au bout, il a bien compris que l'autre s'est suicidé, et du coup, après, le jeune Takeshi, c'est ça, d'ailleurs c'est marrant, Takeshi l'enfant, comme Takeshi Kitano, un petit hommage peut-être, je ne sais pas, et le petit Takeshi deviendra le nouveau Ichi, et ce nouveau Ichi arrivera à s'affranchir de Gigi, puisqu'il va le pendre, enfin, on ne sait pas trop comment, mais bon, on a l'idée. Puis t'as plein de choses, même si le film paraît un peu récréatif, excessif et tout, donc il y a le côté dramatique, il y a aussi des symbolismes, il y a le corbeau, là, qui est un petit peu l'oiseau funeste, alors je sais pas si c'est un corbeau, une corneille ou un truc comme ça, hein, qui montre le destin, quoi. Il y a plein de choses à analyser dans ce film, en fait, mine de rien. Le truc du corbeau avec les plumes noires, en tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouvera notamment dans Dead or Alive 2 aussi avec ces personnages. Enfin, il y a des choses, en fait, qui sont quasiment... On flirte quasiment avec le fantastique, des fois, oui. ce qui est souvent avec Mickey. Parce que le cas de l'hypnose n'est jamais vraiment justifié, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. C'est vrai, visiblement en parlant et tout, mais bon, ça, voilà, ça fait partie du côté surréaliste des choses. Puis puisque c'est adapté d'un manga, on parlait de super-héros, à un moment, il y a un truc, quand Kakihara mange le poing d'un de ses adversaires, t'as l'impression qu'il devient le Joker. Hein. Ah oui, c'est visiblement très bizarre ça aussi. C'est improbable. Normalement, il devrait avoir le truc défoncé, mais même pas. Il se coupe la langue aussi, et ça repousse. D'ailleurs, est-ce que si on se coupe la langue, elle repousse? N'essayez pas chez vous. Non, c'est une mauvaise idée. T'as l'impression que ce film te donne des conseils, genre, allez, tu te découpes la langue. Oui, mais le médecin m'a dit que ça repoussera. Et puis après, ah tiens, on peut arracher le bras de quelqu'un en tirant dessus. Ouais. Et puis j'aime bien Ichi, c'est iconique, Ichi, comment il dégomme ses adversaires parce qu'il devient complètement timbré quand il est excité par la violence, jusqu'au point même d'être très excité, hein, et puis il tue comme ça, et en faisant des coups de karaté avec une lame sur les chaussures. Mais il y a toujours cette tension qui est très bizarre entre le réalisme et le surréalisme, on ne sait jamais vraiment où on se trouve. Mickey, à ce côté, je crois qu'on a parlé en off sur la conversation qu'on a pour le groupe des chroniqueurs, pour le coup, il y a ce côté-là où il y a vraiment cette idée de mettre en avant, et Mickey le dit souvent d'ailleurs, le cinéma est un mensonge, parce que Mickey le dit très bien, c'est pour lui, quand il a découvert le cinéma, qu'on lui a donné la possibilité de faire du cinéma, il a vu ça comme si c'était un jouet, en fait, où il peut tout faire comme un enfant. Et ça se voit dans Audition, dans un autre contexte, hein. C'est ça qui est fort, c'est que c'est beaucoup plus soigné, esthétique et calme, Audition, enfin, calme, côté mystique. Là aussi d'ailleurs, mais oui, il y a le cinéma du mensonge, comment jouer avec la réalité et comment tromper son spectateur, parce qu'il nous trompe avec Ichi, hein, et comment Ichi a été trompé aussi. Et en nous montrant des trucs finalement parfois extrêmement sordides et réalistes, je veux dire, ça c'est un truc qui est assez récurrent aussi chez Mickey, c'est
les passages à tabac misogynes, qui sont des trucs assez récurrents, qui reviennent assez souvent. Ouais. Et là, du coup, les séquences sont extrêmement réalistes, sont traitées de manière hyper frontale. Et bon, je pensais à toute la scène d'intro, pour le coup, où Ichi découvre cette jeune femme se faire battre, cette prostituée, ça doit être son mag, je suppose, ou un yakuza quelconque, et qui lui défonce la gueule. Et la scène est extrêmement dure, et elle est très tendue, parce que, et c'est ce qui a, souvent on a accusé, on en avait parlé, je crois, sur Audition, on avait parfois accusé Mickey d'être misogyne, parce qu'il y a quelque chose quand même dans la violence qui est insufflée aux femmes, qui est donnée sur les femmes, qui est très difficile, et parfois, mais en même temps, les femmes ont un rôle important en fait dans le film. Ouais. Ça qui est toujours très bizarre, on ne sait pas vraiment s'il est dans la démonstration assez frontale de la misogynie, ou alors on ne sait pas, c'est très étrange, parce que moi je ne sais jamais où il se situe vraiment, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il est toujours sur le fil en fait, Mickey. Oui. Et Visitor Q, quand tu le découvriras, c'est ça, il est toujours sur le fil. Il est parfois extrêmement limite, tu peux parfois l'accuser d'avoir ce côté voyeur, ce côté un peu pervers, ce côté de jouer sur la gratuité, mais en même temps il y a une manière aussi de prendre toi spectateur et de te renvoyer justement à la gueule ton voyeurisme en fait qui est assez morbide, et il oui. là-dessus. Ce film il peut te mettre mal à l'aise, mais en même temps tu le regardes et tu es le voyeur que Ichi est au début du film. D'ailleurs c'est assez intéressant de voir à quel point ils ont super bien, enfin Mickey a super bien casté Ichi, parce que Nao Mori, il avait déjà il avait 29 ans je crois au moment du tournage, t'as l'impression qu'il en a 17 quoi. Et pourtant il n'y a pas eu d'effet, il y a des effets numériques dans le film, des fois ça se voit un peu quand Gigi se transforme en Schwarzenegger, bon. il y a des trucs c'est fait à la va-vite, mais pour l'époque c'est quand même pas mal. Il a eu des prix pour les effets spéciaux ce film. Par exemple, quand il y en a une qui se fait couper la jambe, bon, tu vois, il y avait des trucs quand même. Mais superbe choix de casting, parce que Nao Mori, moi je me suis dit, tiens, il doit avoir 22 ans l'acteur, à tout casser. Non, bon, après, on sait que les Asiatiques font plus jeunes que leur âge, pas tous, mais pour certains, mais là, maintenant, l'expression dans la façon d'être, on voit qu'il est resté l'adolescent éternel, qu'il s'est bloqué dans un âge forcé par l'hypnose et tout. Terrible quand même, lui aussi, son destin très inconnu, on ne sait pas trop son passé du coup. Et il témoigne vraiment du malaise de la jeunesse japonaise. Ah mais oui, après de faire des parallèles avec Battle Royale et tout, parce que c'est ça, enfin il y aurait toute une thématique à faire sur le malaise social dans le cinéma japonais, à mon avis. Alors là, on peut y aller dans le côté horrifique, parce qu'après il y a d'autres cinémas, il y a Ozu aussi qui le montrait d'autres façons. Donc voilà, et ça dépasse les générations aussi. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur cette partie spoiler? Là je pense qu'on a bien dégusté. Petite chose, donc quand tu parlais des acteurs, juste citer aussi quand même l'ennemi, l'antagoniste de Ichi, ou qui est l'antagoniste de l'autre, enfin bref, le personnage qui est interprété par Tadanobu Asano, qui est un acteur assez génial aussi. Oui. Alors que vous avez pu voir peut-être dans Taste of Tea par exemple, dans un autre film de Tsukamoto, enfin dans un film de Tsukamoto qui s'appelle Vital aussi, qui est un film assez extraordinaire, et qui est un peu le beau gosse japonais, mais du film indé underground en fait, qui a joué dans beaucoup de choses, y compris des très gros succès commerciaux, et qui a joué chez Mickey, chez Tsukamoto, donc chez des réals beaucoup plus, on va dire, discrets, qu'on aura tendance plutôt à ranger du côté de l'underground. Et ça, c'est intéressant, je trouve, cet acteur-là qui a vraiment ce côté beau gosse, ouais, mais là... et qui est pas à salir pour le coup, beaucoup. Mais là, il est tombé dans le côté taré décadent, c'est terrible. Lui, il se fait un suicide social rien qu'en rentrant chez les Yakuza. C'est pour ça qu'il n'hésite pas à se couper la langue et tout. En fait, c'est logique, on le voit se faire du mal et tout, mais parce qu'il sait qu'il est déjà mort d'une manière ou d'une autre. Il n'attend que ça d'ailleurs. Il attend d'être vaincu par un adversaire à sa taille. Finalement, c'est lui-même qui va se vaincre parce qu'il ne trouvera pas d'adversaire à sa taille. Et puis avec cette histoire d'amour au passage qu'il avait avec son patron aussi, qui est très, très ambiguë et intéressante. C'est vrai. Ça mériterait un préquel. Ça mériterait un préquel, quoi. C'est ça qui est drôle. Du coup, on va refermer la zone spoiler pour conclure sur ce Ichi the Killer. Alors, c'est pas ton Mickey préféré, mais quand même, voilà, tu le conseilleras, je pense. Mais il faut le voir, de toute façon. Si on veut découvrir Mickey, je pense qu'il y a quand même 2 films à voir dans tous les cas. Ceux que tu as vus pour l'instant, pour le moment, je pense que c'est Audition et pour le coup Ichi the Killer, qui sont, je pense, les 2 films les plus emblématiques. Alors, et qui permettent déjà d'entrevoir l'idée que Mickey, en fait, parce qu'il y a pas mal de gens qui critiquent en disant que Mickey n'a pas de style, mais en fait, ce que je trouve intéressant chez Mickey, c'est qu'il a finalement... son style, c'est d'avoir finalement tous les styles qui se fondent dans plein de choses. Et de faire de la comédie musicale comme Happiness of the Categories, ou faire plein d'autres choses aussi, et de la comédie musicale gore, parce que Happiness of the Categories est un film comédie musicale gore, de faire des triplines chiens comme Gozu, de faire diverses adaptations de manga, de faire des films contemplatifs comme Door People in China, de faire des sortes de
de trucs étranges de SF, comme Dead or Alive 3. Enfin, c'est un type qui est capable de faire des tas de trucs super intéressants et assez fascinants, même de faire de la J-horror, parce qu'il a fait quand même One Miss Call, qui est un pur film de J-horror, vraiment grand public, mais avec des éléments très bizarres, ou même des films pour enfants. Il a fait Zebraman, dans lequel il y a des trucs très chelous, où tu te demandes vraiment si c'est pour enfants, parce que y a des sortes d'écho à Visitor Q dans un film pour enfants, c'est très très bizarre. Donc c'est un réalisateur vraiment fascinant, et ouais, en effet, je pense que c'est... mais si on veut découvrir en tout cas la filmographie, je pense que c'est les deux... Audition et Ichi the Killer qu'il faut découvrir dans un premier temps, parce que ça permet de saisir toute l'ampleur de ce réal. C'est ça, et puis ces deux films, c'est presque les deux faces d'une même pièce, quoi. On sent que c'est très différent, mais quand même, il y a un côté, sur le côté violence décomplexée aussi, hein, et vengeance contre la société, grosso modo. En tout cas, moi je vais mettre une note quand même, mais un très bon 7 sur 10. J'ai du mal à aller plus haut pour l'instant, parce que le premier visionnage c'est chargé quand même. Et c'est un peu excessif, il y a des moments où... Est-ce que c'était le but qu'on rigole? Peut-être, mais bon, vaut mieux en rire de certains trucs comme ça, sinon t'en fais des cauchemars, donc voilà, l'horreur, on peut en rire aussi. Hein. Mais je pense que Mickey veut qu'on en rie, je pense qu'il y a un parti pris quand même, parce que quand on regarde Visitor Q, il y a quand même des séquences de nécrophilie, enfin une séquence de nécrophilie entre autres, qui est quand même relativement chargée, mais qui est traitée avec un gag au milieu du truc, où t'es très mal à l'aise parce que ça te fait marrer, parce que c'est drôle, mais en même temps ça n'est pas du tout. Là aussi t'as des trucs gaguesques avec les jumeaux par exemple, bon voilà, c'est... Tout à fait. Non mais c'est ça, et puis il y a cette touche mystique dans ce film, puisqu'on parle des jumeaux, à un moment il y a un lien mystique aussi, bon comme dans beaucoup de jumeaux. Voilà, il joue là-dessus, et c'est un film très riche, il y a beaucoup de choses qu'il faut digérer. Bon, digérer oui, mais ne mangez pas en le regardant, voilà, enfin, évitez, sauf si vous êtes des aventuriers de l'extrême, mais c'est possible, hein. J'avoue, moi, quand j'ai mangé, quand j'ai vu le film, j'ai fait une pause quand même. Hein, voilà, et après, je l'ai fini, après le dessert. Quand même, je me suis dit, non, je vais manger à part, et je le finis après. Parce qu'à un moment, je me suis dit, quand même, on ne sait jamais, hein, si je tombe sur une langue, là, bon, je peux la manger, mais je suis pas sûr qu'il va y avoir un arrière-goût étrange. En tout cas, c'était un grand plaisir de parler de ce film avec toi, parce que c'est une belle découverte, et j'en découvrirai l'autre, en ta compagnie, parce que, voilà, un réalisateur qui, justement, a plusieurs styles, donc il est d'autant plus intéressant. Après tout, il ne se cantonne pas à un truc précis. Voilà. Et merci beaucoup, tout simplement. Et merci à toi, ce fut un plaisir. Et il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.